Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Gérard Haraud. Les déclarations ce soir de Donald Trump qui jamais n'avaient été aussi catégoriques dans ce qu'il faut bien appeler une forme d'alliance avec Vladimir Poutine dans des circonstances dramatiques. C'est ce bombardement sur la ville de Soumy qui a fait de nombreux morts, de nombreux blessés. Les images en témoignent. Bombardement particulièrement cruel mené en deux bombardements successifs, sans doute pour faire un maximum de morts civiles. Comment expliquer, Gérard Haraud, que Poutine choisit ce moment pour être encore plus offensif ? D'abord, il y a deux logiques là derrière. Il y a la logique, lorsque vous êtes en négociation, contrairement à ce que peut penser le bon sens, et au contraire, vous êtes encore plus violent, encore plus brutal, parce que la négociation doit se faire sur la base d'un rapport de force. Vous établissez le rapport de force, vous montrez que vous êtes fort. Et là, je pense qu'il y a un deuxième élément, il teste Trump. Au fond, il voit bien que Trump veut trouver à tout prix un accord le plus rapidement possible, et donc il pousse un petit peu pour voir jusqu'où il peut aller. Il a eu raison, parce que, comme vous l'avez dit, la réaction de Trump, il a qualifié ce crime de erreur. Et tous les dirigeants américains, pas seulement Trump, utilisent ce ton un peu particulier, certes de compassion, mais pour dire, vous voyez, c'est la preuve qu'il faut très vite faire la paix, très vite faire des concessions. Keith Kellogg, qui dit l'attaque menée le dimanche des Rameaux par les forces russes dépasse toute décence. Mais il dit bien, c'est pourquoi le président Trump travaille dur pour mettre fin à la guerre. Ils ont pris leur parti, en réalité, c'est la Russie. Oui, alors d'abord, il y a un petit côté, je ne sais pas si vous avez remarqué, un côté Corée du Nord de l'administration Trump, c'est-à-dire tout le monde doit faire un petit compliment au grand maître, mais la logique est claire, le cap est donné, nous allons nous sortir de cette guerre, et il y a quelqu'un qui est fort, c'est Poutine, et donc Zelensky devra faire des concessions à Poutine. Le grand pays, Trump, rappelez-vous, avait dit ne jamais oublier que la Russie est le plus grand pays. On a l'impression que dans sa vision du monde, c'est déterminant. Oui, c'est déterminant. D'abord, il a une vision du monde qui est fondée uniquement sur la puissance. Donc pour lui, il y a des grands pays, des moyens pays, des petits, et les grands doivent pouvoir imposer leurs intérêts aux plus petits. Et dans sa vision, finalement, que la Russie essaye d'imposer sa vision à l'Ukraine, c'est quasiment une logique, comme lui voudrait imposer sa vision au Canada ou au Mexique. C'est un partage du monde. Oui, c'est une vision du monde en zone d'influence. Chacun a sa zone d'influence légitime et chacun respecte la zone d'influence de l'autre. Quand on lit les déclarations des dernières heures, Trump toujours, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est la guerre de Biden, pas la mienne. Je n'ai rien à voir avec cette guerre, mais je travaille avec acharnement pour que la mort et la destruction cessent. Et il ajoute, le président Zelensky et l'escroc Biden ont fait un travail absolument horrible en permettant à cette mascarade de commencer. Il y avait tant de façons de l'empêcher de commencer, mais c'est du passé. Il a définitivement pris parti aussi contre Zelensky. Contre. Mais ça, Zelensky le déteste depuis le début. Il est convaincu que Zelensky, vous savez, s'est prêté à la procédure de destitution qu'avaient tenté les démocrates en 2018. Il le déteste. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, il considère que c'est un petit et que le petit n'a pas à s'opposer à la volonté du grand. Est-ce que nous sommes dans le déni ? Ça fait maintenant plusieurs semaines que tout ça est clair et on entend des Européens, des Ukrainiens aussi, mais eux ils sont en guerre, ils font ce qu'ils peuvent, mais faire comme si quand même il y avait une chance d'avoir Trump de son côté. Alors d'abord, je pense que pour la plupart, tous nos partenaires européens sont dans un certain déni parce que pour eux, l'alliance avec les États-Unis c'était existentiel, civilisationnel. Il y a vraiment un aspect quasiment aussi sentimental dans l'attachement aux États-Unis. Et puis si vous êtes polonais ou si vous êtes estonien ou letton, vous avez l'impression que c'est votre sécurité qui est en jeu. Et donc, ce qui s'est passé, il est là président depuis 2 mois et demi. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup d'Européens espèrent encore que c'est un mauvais moment, et que les choses vont se stabiliser. Vous voyez, même les Danois, qui achètent des F-35, alors que Trump menace de prendre une province danoise. Les Allemands continuent d'acheter des F-35. On voit bien, les Européens espèrent que voilà, c'est un mauvais moment à passer. Ça, on reviendra dans des politiques plus traditionnelles. C'est la méthode Coué. Ils font un petit peu la méthode Coué et tout dépendra de Trump. Parce que si Trump les renvoie d'une paire de claques, ils seront bien obligés de faire face à la réalité. Pour le moment, ils espèrent que non. J'ajouterais que même si prennent Trump au sérieux, que peuvent-ils faire sur l'Ukraine ? Que peuvent-ils faire si Trump lâche l'Ukraine ? Ça sera une question qui nous est posée. Nous n'allons pas envoyer nos troupes. Elles sont incapables de mener des combats de haute intensité dans la durée sans les Américains. Donc
je dirais qu'il y a aussi un côté un peu de panique chez les Européens. Est-on prisonnier de notre passé? Il y a ce mot extraordinaire de Bonaparte qui dit on voit toujours le monde comme à ses 20 ans. Et dans nos générations, on avait quand même l'idée que même s'il y avait du cynisme, des changements, etc., les Russes et les Américains étaient ennemis. C'est fini. Oui, puis il y avait quand même l'Occident. C'est-à-dire, c'était une famille dans laquelle on se disputait, mais on avait les mêmes valeurs et on pensait que si le danger suprême venait, on se retrouverait ensemble. C'est quand même la fin de l'Occident. Et ça, de nouveau, comme je dis, pour tous nos partenaires européens, c'est une tragédie. Et même pour les Français, qui sont un peu différents de ce point de vue-là, c'est quand même un moment qui est quand même particulièrement déstabilisant. Est-ce qu'on est au stade où les Américains, pas seulement Trump, mais les Américains peuvent légitimement se dire que pour eux, la Chine est une grande menace, mais pas la Russie? Oui, je pense il y a plusieurs choses. D'un côté, ils se diront que la Russie est un problème, voilà. Mais pour citer, je ne sais plus qui, la Russie, c'est une station-service avec des armes nucléaires. Obama disait, la Russie, elle fait des guerres du 19e siècle avec des armes du 20e au 21e siècle. Vous voyez, donc il y a une sorte de, c'est plus pour nous, c'est une puissance régionale. Voilà, un problème. Deuxièmement, pour eux, du coup, l'Europe n'est plus très importante. Pour eux, le problème, c'est la Chine et la zone de toutes les opportunités, c'est l'Asie. Est-ce qu'ils ont raison de leur point de vue? C'est terrible à dire pour nous, parce que c'est pas notre intérêt. Mais d'un point de vue objectif, du point de vue de Sirius, est-ce qu'ils ont raison? Moi, je pense qu'ils ont raison. Vous savez, lorsque les Européens ont 2% de croissance, nous crions tous « youpi lala ». Lorsque la Chine a 5% de croissance, c'est une crise. Donc, c'était Obama qui avait dit que l'avenir du monde se décidera entre New Delhi et Los Angeles. Et moi, je l'ai bien senti quand j'étais aux États-Unis. On voit un éloignement de l'Europe qui, aux yeux des Américains, et notamment de tous ces jeunes, vous savez, start-upers et la Silicon Valley, nous devenons un petit peu une périphérie du monde. L'avenir pour eux, c'est la révolution technologique. La révolution technologique, elle se fait en Chine, aux États-Unis et pas en Europe. L'esprit de compétition, ils ont ça chevillé au corps. La compétition se joue avec les Chinois. On a l'impression que le reste du monde est secondaire. Oui, le reste du monde, et en particulier donc l'Europe, nous sommes devenus, à l'évidence, secondaires. Ces scènes qu'on a vues où Witkoff, l'envoyé spécial de Trump, met la main sur le cœur, va auprès de Poutine de manière vraiment chaleureuse. Là, on est au-delà simplement de la réelle politique. On a l'impression qu'il y a une forme de complicité. Oui, il y a peut-être aussi une forme d'incompétence du dénommé Witkoff, parce que, soyons aussi, je dirais, honnêtes, vous avez beaucoup de républicains qui ont été ulcérés par le spectacle. Un certain nombre de sénateurs très importants qui disent mais il faut enlever Witkoff du paysage et il faudrait que ce soit Rubio qui mène la négociation. Parce que le Witkoff n'a absolument aucune expérience, aucune compétence, aucune connaissance du sujet. Et donc, il a donné, vous savez, il répète à tout le monde que Poutine est quelqu'un d'extraordinaire. Disons, la complicité entre ces deux hommes, Trump, Poutine, est-ce que pour vous, elle a quelque chose de plus? Vous venez d'expliquer pourquoi il y a un sens géopolitique à tout ça. C'est pas du tout une toquade de Trump, mais en plus de ça, la dimension personnelle joue-t-elle? Oui, elle joue. Alors, parce que Trump croit que la dimension personnelle est importante. Donc, vous savez, il dit Xi Jinping est un ami, Kim Jong-un est un ami, j'aime beaucoup Erdogan. Parfois, c'est une formule. Il dit c'est un brave gars, voilà, c'est juste avant d'envoyer un coup de pique. Mais enfin. Oui, vous avez peut-être raison, mais c'est vrai à mon avis, il surestime l'importance des personnes parce qu'il n'a pas de vision géopolitique. Puis, il aime bien les hommes forts parce qu'il pense que les hommes forts, avec eux, il peut faire des deals. Il n'a pas à s'embêter de parlement ou d'opinion publique. Vous dites qu'il n'a pas de vision géopolitique. Je suis souvent frappé, vous faites une très fine analyse de la politique à long terme de Trump, et après vous redites, mais en fait, il n'a pas de vision géopolitique. Pourquoi ? Parce que, moi, je dis, il a deux obsessions. D'abord, c'est un nationaliste isolationniste. Il a deux obsessions. C'est déjà une idée. Mais c'est pas. Voilà, il a deux obsessions. C'est protectionnisme et je ne veux pas faire la guerre. Mais à partir de là, il faut quand même avoir une vision où va la Russie, de quelle
côté va la Chine, qu'est-ce que je peux accepter? C'est ça la géopolitique. Et là, de ce point de vue-là, c'est un vrai homme du secteur immobilier. Il fait des deals au coup par coup, mais il ne s'inscrit pas dans une durée ou dans une vision long terme. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'a pas de vision géopolitique. Il fait des deals, voilà. Je te donne là, alors l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait? On se partage, voilà, mais rien d'autre. Il ne se rend pas compte que ça a des conséquences ensuite sur le reste, sur les autres affaires. En tout cas, l'idée de l'expansion, c'est très frappant de voir comment, depuis janvier, c'est un expansionniste. Ce qu'on voit le Panama, ce qui se passe au Groenland et un peu partout, c'est un expansionniste. Oui, alors c'est un expansionniste, mais il a quand même là aussi des obsessions. Hein. Il vit sur des obsessions. Alors il y a une première obsession, c'est les terres rares. Donc le Groenland, il fait des choses en République démocratique du Congo, cela étant, et il essaie de faire aussi ça sur l'Ukraine. Deuxième obsession, quelqu'un lui a dit, le canal de Panama, c'est les Chinois et ça contrôle, c'est important pour nous. Vous voyez, donc il a quelques points, mais vous avez raison, pour répondre à ces obsessions, il est prêt à être expansionniste, car de nouveau, le droit international, les accords, ça n'a aucune importance pour lui. Est-on au stade où il dit à Poutine, en quelque sorte, l'Europe, faites ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez un peu étendre votre zone d'influence. Ça n'est pas mon affaire. Oui, c'est un peu ça. Mais le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte que ce qui se joue en Ukraine, c'est un peu le sort de l'Europe. Donc pour lui, pour le moment, il parle simplement de l'Ukraine. Et sur l'Ukraine, il est évident qu'il est prêt à accepter l'idée que l'Ukraine doit faire partie de la sphère d'influence russe. Est-ce que c'est vraiment le sort de l'Europe? Un certain nombre de gens en France, c'est très vrai dans une partie de la droite dure ou de la gauche dure, disent non. L'Ukraine, c'est très important. Hélas pour eux, c'est pas forcément le sort de l'Europe. Oui, si l'Ukraine tombe, ou en partie, dans l'escarcelle russe, de la même façon qu'une moitié de l'Europe était dans l'escarcelle des soviétiques. Ben oui, l'Europe de l'Ouest n'est pas tombée pour autant. Non, mais ça voulait dire, rappelez-vous, qu'est-ce que ça a voulu dire pour nous? D'abord, on a résisté à l'Union soviétique parce que les États-Unis étaient là, puisque c'était la guerre froide, nos armées qui étaient à quelques centaines, à une étape du Tour de France. On revient à ces différences. À l'époque, il y avait les Américains. Il y avait les Américains. Pourquoi est-ce que le sort de... C'est vrai, d'abord, si je dis que Trump ne raisonne pas en termes géopolitiques, les Français non plus ne raisonnent plus en termes géopolitiques, parce que depuis 77 ans, ils ont ce luxe extraordinaire de se passer cette logique. Le lendemain de la victoire de la Russie sur l'Ukraine, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'un pays, par les armes, a imposé sa volonté et en plus a battu l'Occident, parce que c'est une défaite de l'Occident. Et bien après, qu'est-ce qui arrivera en Estonie, en Lettonie, qu'est-ce qui arrivera en Moldavie? Et puis il y a aussi des pays comme la Hongrie qui peuvent être tentés d'un rapprochement avec la Russie. Et l'étape suivante de la Russie sera évidemment la dislocation de l'Union européenne. Poutine est obsédé par l'histoire. Rappelez-vous ces dialogues avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron doit supporter de longues dizaines de minutes où il lui fait... Est-ce qu'il peut se dire, je peux récupérer, de la même façon que Staline était allé jusqu'à Berlin, moi je peux récupérer peut-être pas tout, mais une grande partie? En tout cas, je pense que pour les Russes, de toute façon, et ça c'est inscrit dans leur histoire, étant donné que les invasions viennent de cette grande plaine occidentale, ils veulent constituer un glacis défensif à l'ouest. Ce glacis défensif, alors ils ont la Biélorussie qui est vassalisée, donc ils voudraient avoir aussi l'Ukraine et j'imagine les républiques baltes, au minimum. Vous voyez, au minimum, reconstituer, au fond, l'Empire russe jusqu'à la frontière polonaise. La logique presque, intuitive de Poutine. Hein. Il y a chez Poutine quelque chose du monstre froid. Il y a aussi un côté intuitif. Il y a une occasion, je la prends. Oui, il prend des risques. C'est un homme qui prend des risques. On l'a bien vu en Géorgie, où les Géorgiens lui ont tendu l'occasion et il en a profité immédiatement. On l'a vu en Syrie aussi, en 2015. L'occasion, il est intervenu en septembre 2015. Et là, on l'a vu aussi en 2014 en Crimée. Il saisit l'occasion, il prend des risques. En Europe de l'Ouest, est-ce qu'on va voir l'Europe fragilisée de l'intérieur? Vous disiez à l'instant, dans la tête de Poutine, l'Europe peut exploser, l'Union européenne peut exploser. Ah non, mais il y a un jeu de désinformation, il y a tout un jeu pour essayer de diviser les Européens. Vous savez bien, on a vu un faux attentat antisémite fait par des agents russes. Et puis, en Europe, nous sommes des démocraties et on voit bien que notre société est divisée. Vous faisiez allusion à certains partis politiques. On pourrait faire aussi allusion à un groupe de presse français qui
joue le jeu des Russes. Mais vous savez, moi je suis assez vieux pour avoir connu la grande époque de l'Union soviétique. Il y avait aussi un grand parti français qui jouait le jeu des soviétiques. Voilà, c'est la logique. Qui est allé même au gouvernement français. Comment ? Qui est allé même au gouvernement français, le Parti communiste. Qui est même allé au gouvernement français. L'Europe de l'Ouest s'est pas écroulée pour autant. Non, c'était pas écroulé. Il faut dire que c'était François Mitterrand qui jouait en face. Ils n'étaient pas à la hauteur. Voilà, il y a aussi ces divisions naturelles qui sont aussi des faiblesses de nos démocraties dans de telles situations. Sans le dire, est-ce qu'une partie des Européens se disent, comme Trump, au fond, si Poutine a sa zone d'influence, tant pis. C'est ce qui s'est passé pendant des dizaines d'années quand même, depuis 1945 jusqu'en 1989-91. Ils ont eu un glacis. On a abandonné les Tchécoslovaques, les Roumains, les Hongrois, les Baltes, etc., à la botte des Russes. Et pardon, mais on n'entendait pas beaucoup les gens en Europe de l'Ouest. Les Américains, courageusement, se battaient encore contre cette situation. En Europe de l'Ouest, on vivait très bien avec ça. Hein. Ah mais moi, je suis convaincu que si demain la guerre s'arrêtait en Ukraine par victoire de la Russie, il y aurait dans nos opinions publiques un lâche soulagement. Et chacun espérerait revenir à sa vie confortable d'avant, en disant vous voyez bien, tout est réglé, tout bad pour les Ukrainiens, on les accueillerait comme des immigrés. En plus, ça va bien, ils sont blonds, donc et chrétiens, donc voilà. Mais ça irait pas plus loin. Et c'est pour ça que je pense que la faiblesse de tout, au fond, de tous ces discours de fermeté vis-à-vis de la Russie, l'Ukraine doit gagner, en réalité ignore l'état de nos opinions publiques, qui ne sont pas prêtes au sacrifice suprême pour la défense de l'Ukraine. Est-ce que c'est une tradition de compromis ? J'étais l'autre jour à l'ambassade de Pologne, j'étais frappé, la mémoire de Nuremberg. Pour nous, Européens de l'Ouest, on dit Nuremberg, c'est vraiment grandiose, c'était vraiment l'arrivée de la justice la plus respectable, la plus internationale. Les Polonais vous disent, attendez, vous avez oublié une chose, pendant les parties des procureurs, des juges de Nuremberg étaient des criminels de guerre soviétiques. Mais on trouvait ça tout à fait normal, parce qu'on se disait, c'est comme ça, la paix s'écrit sur cette base-là, et en réalité, la justice de l'après-guerre a été écrite de manière assez particulière. L'histoire est écrite par les vainqueurs, hein, donc ça a toujours été le cas. L'Union soviétique était vainqueur, et on a jeté, vous venez juste de le dire, on a jeté en pâture au monstre stalinien, on a jeté toute l'Europe de l'Est. Et la paix, la prospérité qu'a connue l'Europe de l'Ouest, c'est quand même nos partenaires de l'Est qui l'ont payé, et qui l'ont payé pendant 35 ans. Et donc, c'est quelque chose dont nous devrions nous souvenir. Ces réflexes de realpolitik, est-ce qu'ils ne reviennent pas si vite ? Je ne sais pas si vous avez vu le voyage de Sanchez, Premier ministre espagnol en Chine. Pas un mot sur les Ouïghours, pas un mot sur les droits humains. Il lèche les pieds des Chinois alors qu'ils font la leçon à Trump sur les droits humains. Le même Sanchez a dit c'est très dangereux, Trump, c'est la dictature, etc. Il court chez les Chinois pour 20% de droits de douane. En 1945, ils avaient l'excuse du danger de la guerre. Là, l'excuse, c'est 20% de droits de douane. Donc, en matière de morale, les Européens d'aujourd'hui ne sont pas meilleurs. Non, et je pense qu'il est important qu'ils ne soient pas meilleurs. Parce que nous sommes dans un monde, justement, avec de grands fauves, et nous allons devoir vraiment négocier notre chemin au milieu de tous ces gens-là. Avec n'importe qui, peu importe la morale. Mais voulez-vous, est-ce que, évidemment, qu'il va falloir parler avec les Chinois, c'est un vrai problème. Avec Poutine aussi ? Oui, tôt ou tard, il faudra négocier avec Poutine, mais cela étant, avec Poutine, ce sera avec les armes à la main, parce qu'il est là, il a prouvé qu'il était agressif, et je pense que nos relations avec la Russie seront glaciales pendant une ou deux décennies au moins. Mais par rapport, parler aux Chinois, étant donné le comportement des Américains, parler aux Indiens aussi. Ça ressemble quand même à un retournement de veste terrible. Pardon, on a dit pendant des années, pendant toute la guerre d'Ukraine, on a dit aux gens, vous allez voir, c'est de l'affrontement décisif des démocraties contre les dictatures, la lumière contre les ténèbres, etc. Et là, on court se mettre du côté des Chinois. Non, mais... oui, que voulez-vous ? C'est ça, là, vous savez, moi, j'avais jamais dit ça. Hein. Ouais. J'avais jamais dit. C'est la sauce qu'on vendait aux gens, quand même. C'est la sauce qu'on a beaucoup vendue aux gens. Mais oui, mais ça, c'est un des gros problèmes des Européens. Les Européens aussi ont vendu la sauce. Il faudra que l'Ukraine récupère tous ses territoires. Or, les mêmes dirigeants européens qui disaient ça savaient très bien que c'était impossible. Donc, je pense qu'un langage de vérité aurait été nécessaire et nous aurait permis aujourd'hui, peut-être, d'être partis aux négociations avec la Russie. Est-ce que c'est impossible ou on ne veut pas prendre le risque ?
Mais nos opinions publiques ne sont pas prêtes à faire les sacrifices nécessaires. Évidemment qu'on pourrait gagner la guerre contre la Russie, mais il faudrait envoyer des soldats, il faudrait mobiliser nos économies, nous mettre en économie de guerre, et ça, à l'évidence, on ne le peut pas. Mais question toute simple. Mettons que les Américains se retirent plus encore que ce qu'on pensait. Pourquoi la France demain n'envoie pas ses avions pour protéger le ciel ukrainien, par exemple? Mais parce que ce serait éventuellement une opération militaire avec la Russie. Et est-ce que notre opinion publique est prête à l'accepter? Est-ce que le Parlement est prêt à l'accepter? Nous avons une situation parlementaire un peu particulière. Gérard Araud, l'effort de guerre français, on va voir ces quelques images qui sont très impressionnantes des Rafales, mais aussi des Typhoons, des avions anglais et français qui sont là dans le ciel de la mer Noire. Il y a des exercices très considérables qui sont menés aussi en Méditerranée, dans les Baléares. Il y a une crainte, comme si elle était très immédiate, que la Russie tente quelque chose. Oui, je pense qu'il y a une volonté aussi des Européens de lancer un message. Vous savez que les services de renseignement de plusieurs pays, notamment le service de renseignement allemand, dit qu'il y a des plans russes pour un élargissement du conflit si les Américains quittent l'Europe. Les Américains annoncent qu'ils sont prêts à retirer 10 000 hommes. Donc je pense qu'il est nécessaire de lancer un avertissement, de montrer qu'on est résolu. Et je suis particulièrement heureux personnellement de ce rapprochement franco-britannique qui est très important parce que nous avons quand même les deux armées les deux meilleures armées en Europe, et il est nécessaire que nous travaillions ensemble. Trump ou pas Trump, même si Trump s'en va, est-ce que cette donne va continuer? Selon vous, est-ce qu'il y a 2 mauvaises années à passer, comme diraient certains, ou quoi qu'il arrive, les États-Unis vont se désengager de l'Europe? Quoi qu'il arrive, on est dans une nouvelle ère. Je pense que les Américains quittent l'Europe. Ils étaient en train de le quitter sur la pointe des pieds lorsque Poutine les a rattrapés par les Basques en attaquant l'Ukraine, parce que les Européens étant incapables de venir au secours de l'Ukraine, les États-Unis ne pouvaient pas accepter une victoire russe. Mais moi, j'étais au mois d'août 2024 à Washington, j'ai rencontré pas mal de membres de l'administration Biden, qui auraient été dans l'administration Kamala Harris. Il était évident qu'ils auraient négocié avec la Russie le sort de l'Ukraine. Ils voulaient se dégager de ce conflit pour se concentrer sur l'essentiel, l'Asie. On entend ces cris d'alarme des Allemands, des Anglais, des services, comme vous dites, dire qu'il peut y avoir une guerre en 2026, 2027, 2028. Est-ce qu'ils y croient ou est-ce que ça a une fonction, disons, d'alarme, de mobilisation des esprits? Non, je pense qu'ils constatent, et nous constatons tous, une agressivité croissante de la Russie, mais dans cette fameuse guerre hybride, et donc ils sont obligés de concevoir la sécurité européenne en enlevant le facteur qui a été essentiel pendant 70 ans, qui est le facteur américain. Et d'un seul coup, les Européens se retrouvent tout nus face à la menace, et donc je comprends qu'il y ait des réactions de panique, notamment dans les pays comme la Pologne ou comme les républiques baltes. Est-ce qu'il y a une marge d'incertitude pour vous? Oui, naturellement, qu'il y a toujours de l'incertitude en relations internationales. Et surtout que tout dépend de Vladimir Poutine. Tout dépend de Trump. C'est assez curieux parce que moi, j'ai quand même été élevé dans une vision un peu marxiste ou brodélienne du long terme, des forces profondes. Et là, d'un seul coup, nous dépendons, il faut bien dire, du grand homme, des caprices, des erreurs du grand homme entre guillemets. Écoutez sa déclaration ce soir. Quand il parle de Poutine, il en parle avec un certain réalisme. Il ne dit pas non plus Poutine est mon grand ami. Il dit il n'est pas sûr de ce qu'il deviendra. Mais on sent bien qu'une page s'est tournée pour lui dans le soutien à l'Europe. Pendant 4 ans, Poutine n'a même pas voulu parler de guerre. Et dès que les élections ont été truquées et que je n'étais plus là, la guerre a commencé. Et si vous regardez Poutine, je ne dis pas que tout le monde est un ange, mais je peux vous dire que j'ai passé 4 ans et que ce n'était même pas une question ici. Gérard Araud, peut-il aller jusqu'à être l'adversaire de l'Europe? Il y a cette nouvelle assez étonnante sur les téléphones portables de l'Union européenne. L'Union européenne donne des téléphones portables jetables à ses envoyés, les fonctionnaires qui vont travailler aux États-Unis, parce que, dit-elle, il y a un degré d'espionnage. Les Américains ont toujours espionné, mais à un point là qui suscite, disons, une forme de méfiance complète.
Non, là vraiment, j'aime beaucoup l'Union européenne, mais là, ils sont d'une naïveté confondante. Vraiment, vous savez que l'ambassade des États-Unis à Paris, le dernier étage, qui d'ailleurs a été fait illégalement, et ils écoutent tout Paris. Il est évident. Ils ont fait des sortes de bâches qui imitent un petit peu un étage. Un étage, et vraiment, et on leur a dit, vous savez, vous violez le plan d'occupation des sols, mais ils n'ont rien changé. Ils n'ont évidemment rien changé. Il était évident que c'était la même chose sous les démocrates. Hein, c'est vraiment. Alors, mais pour revenir sur Donald Trump, je déteste l'Union européenne. Ça vraiment, parce que pour lui, sa vision du monde, c'est seulement des États-nations. Il ne peut pas comprendre l'Union européenne. Et au fond, un peu comme les Russes, s'il y a une sorte de convergence, il voudrait bien que la dislocation de l'Union européenne, parce qu'après ces grands fauves comme ça pourraient plus facilement tordre le bras de chaque membre de l'Union européenne. L'hypothèse que Trump soit saisi d'une mégalomanie vraiment galopante. Alors il l'est déjà, vous l'avez pratiqué de cette façon-là, mais on voit à quel point ces derniers temps, dans la gestion de ses statuts, des portraits, etc., il y a une dérive énorme. Il a tant de pouvoir accumulé pendant 2 ans. Oui, on le voit bien. Alors, il a toujours été un narcissique pathologique, et donc ça fait partie, je dirais, un peu du folklore. Hein. Je ne sais pas si chaque fois qu'il prend la parole, il dit jamais, jamais ça n'a été si bien. Même je ne sais pas si vous avez vu, même son bulletin de santé, le bulletin de santé qui a été publié, on dit dans un bulletin de santé qu'il gagne beaucoup de concours de golf, ce qui est quand même assez étonnant. C'est le côté un petit peu adolescent. Il présente une excellente santé cognitive et physique qui est parfaitement apte à exercer ses fonctions, etc., etc. Voilà. Et il a dit lui-même à la conférence de presse, il a dit jamais il n'avait vu de si bons résultats dans un homme qu'ils examinaient. Voilà, il vaut mieux en sourire. Enfin, c'est quand même l'homme le plus puissant au monde, ce qui est quand même gênant. Gérard Araud, au total, quand on met bout à bout tout ce qu'on a dit, est-ce que l'Europe est en train de réduire ? Je pense que l'Europe, pour de multiples raisons, est en train de devenir d'une certaine manière une périphérie du monde. Parce que, de nouveau, les États-Unis considèrent que l'avenir du monde se fait en Asie. Vous savez, c'est pas seulement que la vraie menace, c'est la Chine, mais c'est aussi que les potentialités commerciales et de croissance sont en Asie. Et puis, l'avenir pour les Américains, c'est la révolution technologique. Et la révolution technologique aujourd'hui, elle se fait où ? Elle se fait en Chine, mais aux États-Unis et pas en France. On entend beaucoup dire, et avec raison ces derniers temps, attendez, marché de 450 millions de consommateurs. Il y a de l'argent en Europe, il y a beaucoup de matières grises, il y a l'histoire, la grande histoire. Pourquoi un tel pessimisme ? Mais c'est pas du pessimisme, c'est-à-dire nous avons choisi un mode de société, un mode d'être ensemble, fondé sur un certain nombre de valeurs, sur l'État-providence, mais c'est un fait que ce mode d'être ensemble ne permet pas ou ne facilite pas l'innovation. Voilà. Et or, nous sommes dans une période où tout est en train de basculer. Et donc nos ingénieurs, les polytechniciens qui nous coûtent si cher, j'en sais quelque chose, qui nous coûtent si cher, eh bien ils partent. Moi je les ai retrouvés dans la Silicon Valley parce que, disaient-ils, ils avaient des idées, ils avaient des brevets, mais pour trouver l'argent, le risque, etc., ils devaient aller aux États-Unis. Le fait que l'Algérie ose agir et parler de cette manière-là à l'égard de la France, on va aborder ce chapitre-là, est-ce que ça fait partie de cela, d'une forme de déclin européen ? Non, là c'est cette tragicomédie franco-algérienne avec des aspects politiques intérieurs évidents de part et d'autre, et donc voilà, nous avons arrêté des agents du consulat algérien. Rappelons les faits. La suspicion, c'est donc 3 ressortissants algériens qui ont été arrêtés. L'un d'eux travaille au consulat et ils auraient enlevé, séquestré, c'est des faits quand même très graves, un opposant pour tenter de l'enlever. Oui, c'est une décision du juge, en plus, décision du juge. Ça, je dirais, l'aspect de la manière dont les relations internationales fonctionnent, il était évident que les Algériens devaient répliquer. Et donc, les Algériens ont répliqué. Ils ont répliqué fortement. 12 agents de l'ambassade de France qui sont priés de quitter le territoire. Et moi, je dirais que ce que nous devrions faire,
c'est en expulser 12 de leur ambassade en choisissant exactement, quasiment, les mêmes grades et les mêmes fonctions. Est-ce à dire que la méthode, parce qu'il y a eu 2 méthodes pour l'instant, aucune ne fonctionne visiblement, ni la méthode dure, en gros celle de Bruno Retailleau, ni la méthode douce, celle d'Emmanuel Macron? Alors d'abord, la méthode de M. Retailleau ne fait pas la méthode dure parce qu'il ne fait que parler. Donc parler, ça jette de l'huile sur le feu, il n'y a pas la moindre mesure. Il y a eu quelques restrictions de visa. Mais il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et il y a la tentative d'expulser quand même ce militant qui avait appelé à violenter un opposant. Il savait très bien que cette expulsion ne marcherait pas. La manière dont elle est faite, ça ne marcherait pas. Voilà, il fait campagne pour les Républicains, donc ça, c'est autre chose. On peut essayer. Et on peut quand même essayer d'expulser des gens qui commettent des actes délictueux. Il y a de multiples manières de le faire. Il ne l'avait fait que de telle sorte que c'était la politique intérieure française. Il savait très bien qu'en le faisant comme ça, les Algériens allaient le renvoyer. Mais ça, c'est secondaire. Alors, mettons que ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui va marcher? Mais la négociation, elle peut continuer. Mais vous savez, la relation internationale, c'est pas l'évangile. Vous recevez une claque sur la joue droite, vous devez la rendre sur la joue gauche. Ils en expulsent 12, on en expulse 12, mais pas un de plus. C'est-à-dire, on ne fait pas d'escalade, et après, on dit aux Algériens, bon, maintenant. On peut toujours négocier. Il faut toujours négocier. C'est vraiment... ça, c'est Richelieu qui disait, on négocie toujours. La peur, qui a le plus peur entre la France et l'Algérie, d'après vous? Aucun des deux, non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi ça s'arrêtera? Pourquoi ça s'arrêterait? C'est vraiment... Mais c'est une question d'intérêt, c'est pas une question de peur. Il y a un moment... Vous savez, les Algériens, comme nous, ils ont leur problème de politique intérieure. Donc, nous sommes aussi dépendants de la politique intérieure algérienne qui nous échappe en grande partie. Donc, il y a un moment où, est-ce que du côté algérien, on se dira, bon, allez, on essaye de parler, puisqu'on a le président de la République et son ministre des Affaires étrangères qui essayent d'arranger les choses. Mais ils peuvent aussi se dire, excusez-moi, ils peuvent aussi se dire, mais de toute façon, le président de la République ne sera plus là dans 2 ans. De toute façon, le gouvernement n'est pas à sa botte et il y a un gouvernement qui nous est hostile. Donc, engageons-nous dans une confrontation de longue durée. On est peut-être dans une confrontation de longue durée avec l'Algérie. Est-ce qu'on a sous-estimé, pour vous, le passif colonial? Les événements qu'on est en train de vivre là, le nombre d'agents renvoyés, il est sans précédent depuis 1962. On voit comme le passé, en quelque sorte, remonte. Oui, enfin, avec l'Algérie, le passé remonte toujours, mais des deux côtés. Eux, ils jouent aussi sur ce passé, parce que la guerre d'indépendance légitime ce pouvoir militaire. Et donc, de temps en temps, ils jettent un peu de l'huile sur le feu en rappelant la guerre d'indépendance. Mais nous, de notre côté, on a aussi, évidemment, les héritiers de cette guerre d'Algérie qui n'aiment pas particulièrement ce pays. C'est-à-dire, selon vous, est-ce que la France... Alors, l'Algérie a commis des crimes de guerre considérables, dans les deux camps, mais est-ce que la France a fait tout le travail historique qu'elle devait? Oui, les historiens, M. Stora s'est livré, a été chargé d'une mission. Nous avons ouvert toutes les archives. Mais vous savez, cette guerre, l'histoire, c'est pas l'histoire réelle qui compte en relations internationales. C'est la vision qu'ont les pays de l'histoire et c'est l'utilisation que font les pays de l'histoire. Le gouvernement algérien n'en a rien à faire de nos travaux historiques parce qu'il veut utiliser cette histoire contre nous. Mais nous, de notre côté, c'est la même chose. Ceux qui nient les crimes de guerre commis par l'Allemagne française font de même. Donc l'histoire n'est qu'un instrument d'un face-à-face, un face-à-face compliqué entre la France et l'Algérie. Quelle est la leçon de cette histoire? Vous êtes passionné d'histoire. Quand on relit ce que faisaient des gens comme Jules Ferry, comme Hanoteau, qui étaient à l'époque des gloires de la Troisième République, plein de bons sentiments, des gens sophistiqués, généreux, éclairés par la philosophie des Lumières, etc., mais qui commettaient là-bas des actes d'une si grande brutalité, des massacres. En histoire, il ne faut jamais juger une période historique à partir des croyances du XXIe siècle. Ils étaient au XIXe siècle, dans leur époque, et ils pensaient dans leur époque. On ne peut pas leur demander de penser comment on aurait pensé en 2025. Donc, tous ces jugements ex post, à mon avis, sont dérisoires. Même à l'époque, ils savaient bien que ce n'était pas tout à fait sympathique d'aller tuer des centaines ou des milliers d'Algériens. Ils avaient bien conscience que c'était... Surtout que nous avons des textes merveilleux de ce point de vue-là. D'abord des textes anticoloniaux de Victor Hugo. De Maupassant aussi, il y a un texte incroyable de Maupassant. Et de Clémenceau. Vraiment, Clémenceau, après le sac du palais... Non, Victor Hugo, après le sac du palais d'été, a un texte absolument merveilleux.
Donc il y avait une conscience de ça à l'époque. Il y avait un débat. Mais l'histoire, c'est pas un jugement ex post. L'histoire, on décrit, on explique, et on n'a pas besoin de l'opinion. Honnêtement, Clémenceau ou Jules Ferry n'ont rien à faire de notre opinion. Merci beaucoup Gérard Haro. Les crimes de guerre d'aujourd'hui seront-ils jugés un jour? Est-ce que vous croyez-vous que Vladimir Poutine, que Benjamin Netanyahou, tous les deux, ils sont sous le coup du mandat de la Cour pénale internationale, seront jugés un jour? Non. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est pas très encourageant pour ceux qui rêvent à un monde meilleur en termes, ceux qui croient en tout cas à un monde meilleur en termes de justice internationale. Le monde est plutôt en train de s'aggraver, de se détériorer plutôt que de s'améliorer. Merci beaucoup Gérard Haro.